Attention, cette vidéo contient des spoilers. Bonjour à tous, aujourd'hui dans ScienceClick, tentons de refaire ensemble les calculs d'Interstellar. Sorti en 2014, Interstellar, réalisé par Christopher Nolan, a marqué les esprits en présentant notamment pour la première fois au cinéma des images de trous noirs réalistes. Mais le film est-il crédible? Quelle est la vitesse du vaisseau? Quelles sont ses dimensions? Comment se comporte le temps autour d'un trou noir? À quoi ressemble l'intérieur d'un trou de verre? Dans cette vidéo, nous allons retracer le parcours des personnages et tenter de vérifier par le calcul la crédibilité des différents concepts. Nous essaierons également de refaire certains visuels du film. Elle sera certes un peu technique, mais il n'est pas essentiel de comprendre tous les calculs. Nous nous appuierons parfois sur les informations tirées du livre The Science of Interstellar, écrit par Kip Thorne, qui est le scientifique à l'origine du scénario. Certains calculs sont également inspirés de la série de vidéos Weightless par Richard Taillet et des conférences de Roland Lehoucq que je vous invite à aller regarder. Exceptionnellement, cette vidéo est réalisée en collaboration avec la chaîne YouTube Gotabor qui s'intéresse au thème de la science à travers les films et qui a déjà longuement abordé Interstellar dans plusieurs vidéos. Il fera quelques interventions dans cette vidéo et j'ai le plaisir d'intervenir dans une autre vidéo publiée en parallèle sur sa chaîne. Ne manquez pas d'aller la regarder après avoir fini celle-ci. Au début d'Interstellar, la situation sur Terre est critique. Les humains font face à des pénuries alimentaires sans précédent, l'air est de moins en moins respirable, la poussière est omniprésente, enfin, la Terre ne semble plus viable. Sur cette Terre apocalyptique, on suit alors Cooper, un ancien pilote de la NASA qui habite avec ses deux enfants dans cette maison. Une maison au sein de laquelle, dans la chambre de sa fille, des événements étranges se produisent. Des événements que Cooper finit par identifier comme des anomalies gravitationnelles. Sauf qu'un beau jour, une de ces anomalies, elle va mystérieusement révéler des coordonnées GPS, qui une fois suivies, mènent à une base secrète de la NASA, comme si la bibliothèque avait voulu les mener ici. Dans ce centre de la NASA, on apprend alors qu'un trou de verre s'est ouvert près de Saturne, formant ainsi un passage vers d'autres planètes potentiellement habitables. Puis on y apprend aussi que la NASA est justement sur le point de lancer son ultime mission, celle de la dernière chance. Une mission qui consistera pour un équipage à traverser le trou de verre pour tenter de rejoindre 3 exoplanètes potentiellement habitables. Et bien sûr, Cooper n'était pas là par hasard. En tant qu'ancien pilote de la NASA, il est recruté pour la mission et il s'embarque ainsi dans un voyage interstellaire à bord du fameux vaisseau Endurance. Une fois parti, l'équipage entre en hibernation. Le vaisseau va mettre 2 ans pour arriver au trou de verre près de Saturne. Cette durée est-elle réaliste? On peut estimer grossièrement la vitesse du vaisseau. En traçant la ligne droite la plus courte entre la Terre et Saturne, et connaissant la taille de leurs orbites, on peut supposer que le vaisseau parcourt environ 1,3 milliard de kilomètres. 1,3 milliard de kilomètres divisé par 2 ans nous donne une vitesse d'environ 70 000 km/h. Pour comparer, le vol habité le plus rapide jamais effectué est celui d'Apollo 10 avec une vitesse de 40 000 km/h. En supposant que les technologies d'Interstellar sont meilleures que les nôtres, cette durée de 2 ans est donc plutôt réaliste. Dans l'habitacle, les personnages vont avoir besoin d'une gravité artificielle pour se sentir à l'aise. Pour ce faire, le vaisseau forme une roue qui tourne sur elle-même et plaque les personnages contre ses parois, par effet centrifuge. L'accélération centrifuge est donnée par 4 pi carré R sur T carré, où R est le rayon de la roue et T sa période de rotation. Dans ce plan du film, on peut chronométrer une demi-période de 5,7 secondes, ce qui nous donne une période totale de 11,4 secondes. On sait par ailleurs que cette accélération doit valoir 9,8 mètres par seconde carré, c'est la valeur de la gravité sur Terre. On en déduit que le rayon de la roue doit valoir 30 mètres, soit 60 mètres de diamètre. Encore une fois, une valeur assez réaliste que l'on peut comparer aux 70 mètres de la Station spatiale internationale. Après 2 ans de voyage, l'équipage du Endurance se réveille aux abords de Saturne. On observe pour la première fois le trou de verre qu'ils vont devoir traverser. Un trou de verre est une déformation de l'espace, une sorte de tube qui relie 2 tranches d'univers. Il est difficile de le dessiner car la surface du tube est en réalité un volume à 3 dimensions, un espace à l'intérieur duquel peut se déplacer le vaisseau. La lumière peut également le traverser, si bien qu'on reçoit l'image de ce qui se trouve de l'autre côté. Mais son apparence dans le film est-elle réaliste? Pour le savoir, essayons d'en faire une simulation.
On commence avec un simple cylindre reliant deux feuillets d'espace. Lissons ce cylindre pour avoir une transition plus douce. Dans le film, Nolan a choisi un cylindre très court et une transition relativement faible pour obtenir l'apparence qui lui plaisait. Plaçons une caméra et choisissons deux images pour incarner le ciel, la sphère céleste, de chacune de ces deux tranches d'univers. La caméra reçoit des rayons lumineux, dont certains arrivent directement depuis la même tranche et d'autres après avoir traversé le trou de verre. Ils viennent s'imprimer sur les pixels du capteur. Sans entrer dans les détails, on peut effectuer ce qu'on appelle un lancer de rayons, ou ray tracing en anglais. Il s'agit d'envoyer un rayon lumineux à travers chaque pixel de la caméra et de rembobiner sa trajectoire pour déterminer d'où il provient dans le ciel et quelle couleur est reçue par la caméra sur ce pixel. En pratique, cela nécessite d'utiliser l'équation des géodésiques, une équation de relativité générale qui permet de calculer les trajectoires dans un espace-temps courbé. En répétant l'opération pour chaque pixel, on obtient une image. Un résultat qui, lorsqu'on le met en mouvement, est assez similaire à celui du film. On peut maintenant s'amuser à faire varier la géométrie du trou de verre pour voir à quoi il aurait pu ressembler si l'équipe du film avait fait des choix différents. Avec un trou de verre très long, la lumière peut faire plusieurs tours avant de nous parvenir et on observe une infinité d'images de l'univers qui se répètent. Dans Interstellar, le vaisseau Endurance s'engage dans le trou de verre pour le traverser. On découvre l'intérieur du trou de verre. Cette scène est-elle réaliste ? Pour le savoir, déplaçons notre caméra virtuelle à la surface du tube. Cette fois, les images sont assez différentes de ce que nous montre le film. Les équipes des effets spéciaux ont sûrement pris des libertés pour que le spectateur comprenne mieux où se trouve le vaisseau, à la surface d'un cylindre qui traverse une dimension supérieure. Si ce passage avait été simulé, on aurait pu observer ce genre d'image hypnotisante. En sortant de ce trou de verre qui vient de vous être décrit, les explorateurs arrivent à proximité d'un trou noir supermassif baptisé Gargantua. Et une des particularités de ce trou noir, c'est que des planètes sont en orbite autour de lui. Or justement, la première destination de notre équipage est l'une d'entre elles. Cette planète sur laquelle ils vont aller, elle est très spéciale. Déjà, elle est intégralement recouverte d'eau, mais aussi son orbite est vraiment proche de Gargantua, tellement proche que ça a des conséquences énormes pour elle. En effet, à proximité d'un trou noir, les forces de marée sont extrêmes. Ainsi, Gargantua attirant la planète de Miller plus fort d'un côté que de l'autre, cette dernière est théoriquement déformée. Et surtout, d'immenses vagues d'1 kilomètre de haut semblent se former périodiquement à sa surface. Et là, vous pourriez penser que c'est terminé. Mais non, du fait de son orbite très proche du trou noir, le temps s'y écoule très lentement. Si bien que dans le film, 1 heure passée sur cette planète équivaut à 7 ans passés sur Terre. Bref, la planète de Miller est bien mystérieuse et elle mérite qu'on s'y arrête un petit peu. Commençons par les vagues. Kip Thorne indique dans son livre qu'elles mesurent plus d'1 kilomètre de haut. À quelle distance du trou noir devrait se trouver la planète pour engendrer de telles vagues ? Étudier leur mouvement en détail serait trop complexe, mais on peut tenter une estimation grossière. Par analogie avec la Terre, on peut supposer qu'il s'agit de marées engendrées non pas par l'attraction de la Lune, mais par celle du trou noir. Les vagues du film sont plus fines que de simples marées. Il s'agit peut-être de ce qu'on appelle des masses carrées. Mais puisqu'on ne s'intéresse qu'à un ordre de grandeur, notre approche devrait fonctionner. Les vagues résulteraient de la combinaison de la gravité du trou noir et de l'effet centrifuge dû à l'orbite de la planète. On peut calculer la force totale qui en résulte avec la physique de Newton. C'est la force de marée. Cette force a pour effet de déplacer l'eau depuis la marée basse, à gauche et à droite, vers la marée haute, en haut et en bas. Le long de ce trajet, la force fournit à chaque goutte d'eau une certaine énergie, c'est ce qu'on appelle son travail, qu'on peut calculer en multipliant le déplacement vertical, c'est-à-dire le rayon de la planète, par la valeur moyenne de la force sur ce trajet. On obtient une certaine expression. C'est cette énergie fournie par la force de marée qui permet à l'eau de monter en altitude. Il s'agit donc de l'énergie potentielle de pesanteur qu'elle acquiert. De cette égalité, on peut déduire la distance d à laquelle devrait se trouver la planète pour former de telles marées.
Si les dimensions sont similaires à la Terre et qu'on considère une marée de 1 km de haut, sachant que le trou noir pèse 100 millions de masses solaires, comme le précise Kip Thorne dans son livre, alors la planète devrait se situer à 4,5 milliards de kilomètres. Pour se donner un ordre de grandeur, le rayon de Schwarzschild du trou noir, qu'on peut calculer à partir de sa masse, mesure 300 millions de kilomètres. Si l'on compare ce diagramme à l'échelle avec cette image du film, montrant Gargantua depuis la planète de Miller, le résultat semble plutôt cohérent. Mais cette valeur permet-elle aussi d'expliquer la dilatation du temps? Dans le film, chaque heure qui s'écoule sur la planète correspond à 7 ans sur Terre. Le temps s'écoule donc 7 fois 365 fois 24 fois plus lentement que sur Terre, un facteur 60 000. Pour un trou noir statique, la relativité générale nous donne cette formule. C'est la dilatation du temps subie à une distance d par une planète en orbite circulaire. Si on insère la distance d obtenue précédemment avec le calcul des marées, on obtient une dilatation du temps de seulement 5%, bien loin de ce que nous montre le film. Ce n'est donc pas cohérent. Pour obtenir un facteur 60 000, il faudrait que la planète orbite juste au-dessus de la sphère de photons, où la lumière elle-même peut rester en orbite. Un résultat absurde, car une orbite si proche est forcément instable. Mais Kip Thorne n'a pas dit son dernier mot. Ce calcul n'est valable que pour un trou noir statique. La relativité générale autorise en effet les trous noirs à tourner sur eux-mêmes, et plus un trou noir tourne vite, plus il existe des orbites stables près de son horizon. Pour un trou noir qui tourne presque à la vitesse de la lumière, les calculs sont plus complexes, mais on peut déterminer qu'il est possible d'atteindre un facteur 60 000, à condition que la planète orbite à 6000 km de l'horizon, et que le trou noir tourne à 1 billionième de % de moins que la vitesse de la lumière. Extrêmement rapide, mais pas impossible en théorie. Bien sûr, cette situation reste incompatible avec ce que nous montre le film. Le visuel du trou noir est sûrement ce qui a fait le plus parler d'Interstellar. En France, Jean-Pierre Luminet en faisait une première simulation dès 1979. Mais en 2014, c'est la première fois que l'on voit de telles images au cinéma. Pourrait-on reproduire ces simulations à notre échelle? Comme pour le trou de verre, essayons la méthode du lancer de rayons. On place une caméra au centre d'une sphère céleste, devant un trou noir tournant presque à la vitesse de la lumière. La relativité générale nous permet de rembobiner la trajectoire des rayons lumineux jusqu'à trouver leur origine dans le ciel. Certains rayons sont bloqués par le trou noir, si bien que les pixels correspondants ne reçoivent aucune lumière. On construit ainsi une image. Autour du trou noir, les rayons sont déviés par effet de lentilles gravitationnelles, engendrant des déformations optiques. Au centre, on observe l'ombre du trou noir, la zone dont on ne reçoit aucune lumière. Pour un trou noir statique, cette ombre serait un disque, mais pour un trou noir tournant, elle semble écrasée d'un côté, car tout l'espace-temps tourne et entraîne la lumière. Dans le film, ce phénomène a été réduit pour que l'effet soit moins étrange. Autour de Gargantua gravite également un disque de plasma, extrêmement lumineux. Pour le répliquer, plaçons un disque dans notre simulation et colorions les pixels qui en reçoivent la lumière. On voit que son image est déformée. L'arrière du disque semble replié au-dessus et en dessous, car le trou noir courbe les rayons qui en proviennent. En réalité, un tel disque d'accrétion serait extrêmement chaud, mais il émettrait d'intenses rayonnements qui pulvériseraient instantanément le vaisseau. La température du disque a donc été drastiquement diminuée pour le film, impliquant qu'il soit également très fin, car sa pression interne est plus faible. Enfin, ce plasma tourne très vite autour du trou noir, si bien que la lumière qu'on en reçoit est propulsée d'un côté et freinée de l'autre. C'est l'effet Doppler. Si on l'inclut dans notre simulation, le disque semble plus lumineux et bleu du côté où il se rapproche de nous, et plus sombre et rouge là où il s'éloigne. Encore une fois, cet effet a été jugé trop étrange et n'a pas été inclus dans le film. On peut s'amuser à comparer notre simulation aux images d'Interstellar. Alors que notre mission interstellaire avance, et bien pendant ce temps, sur Terre, le professeur peaufine son modèle mathématique, celui qui tiendrait compte de la découverte des anomalies gravitationnelles apparues subitement.
Cette quête, elle l'avait déjà menée vers une équation bien complexe à résoudre, et son objectif en solutionnant cette équation, ce serait d'avoir des réponses sur la nature de la gravité, et ainsi de pouvoir utiliser ces nouvelles connaissances pour faire décoller un gigantesque vaisseau hors de la Terre afin de sauver l'humanité. Enfin, on n'en est pas encore là, puisqu'à ce stade des recherches, la conclusion du professeur, c'est simplement que les anomalies gravitationnelles doivent être causées par quelque chose d'extérieur à notre univers. Selon lui, notre espace ne serait alors qu'une tranche à l'intérieur d'un espace plus large avec une dimension de plus. Et dans ce cadre, les anomalies observées seraient alors causées par des champs présents dans cet espace extérieur à notre univers. Ce fameux modèle, on le voit d'ailleurs illustré sur les tableaux du professeur Brand dans le film. L'univers contiendrait donc 3 branes, la nôtre, ainsi qu'une brane au-dessus et une en dessous, formant, comme le dit Kip Thorne, une espèce de sandwich. Il est d'ailleurs important de noter dans ce modèle qu'entre les 2 branes sandwich, la géométrie de l'univers serait courbée en ce qu'on appelle une géométrie anti-de Sitter. À savoir, pour faire très simple, une géométrie qui permet aux distances d'être fortement étirées juste au-dessus et juste en dessous de notre univers, de sorte à ce que la gravité ne s'en échappe pas, on peut dire. D'ailleurs, pour revenir sur les tableaux du professeur, c'est intéressant de noter que Kip Thorne a conçu son modèle d'univers à partir de recettes que les physiciens utilisent bel et bien aujourd'hui en relativité générale et dans le modèle standard. Il y a vraiment un souci du détail qui est aligné avec la volonté qu'avait Kip de rendre son film scientifiquement riche. Bref, pour revenir à notre histoire, avec le temps, sur Terre, c'est Murphy qui avait pris le relais du professeur Brand dans leur quête de la gravité. C'était dorénavant elle qui cherchait une solution à cette équation. C'était à elle de trouver la nature des champs du bulk qui permettrait d'expliquer les anomalies gravitationnelles observées sur Terre. Mais, bien que le modèle théorisé par son aîné lui semblait prometteur, faute de résultats, Murphy avait fini par réaliser ce que savait le professeur sans le lui avoir dit plus tôt. Ce qu'elle réalisa, c'est que pour compléter ce modèle en y intégrant les bons types de champs, ce qui lui manquait, c'était des informations sur le comportement quantique du dit modèle. Oui, il lui fallait en somme établir une théorie de la gravitation quantique pour arriver à ses fins. Sauf que pour réaliser une telle prouesse, elle avait besoin de comprendre ce qui se passe réellement en un point où la gravité rencontre l'échelle quantique, par exemple en plongeant proche de la singularité d'un trou noir. Et ça tombe bien au final, parce que plonger dans un trou noir, c'est exactement ce qu'est en train de faire son père Joseph Cooper dans une autre galaxie. Suivant le robot TARS, Cooper se détache à son tour d'endurance et tombe vers l'horizon du trou noir. Peut-il y survivre sans être spaghettifié? Jusqu'aux années 1960, les singularités au centre des trous noirs étaient imaginées comme des points. Mais dans les années 70, on comprend que ces singularités sont instables et qu'en pratique, elles se déforment de façon chaotique. Il s'agit de singularités BKL. Dans les années 90, les chercheurs découvrent en outre que lorsqu'on tombe dans un trou noir, toute la matière qui tombe derrière nous semble se rapprocher et s'écraser à cause du ralentissement du temps. On parle de singularité d'inflation de masse. Enfin, on découvre dans les années 2010 que les trous noirs âgés ont une 3e singularité, provenant de l'accumulation de matière qui est tombée avant nous. Cette singularité est douce, dans le sens où elle engendre des forces de marée relativement faibles. Et bien que ce soit très spéculatif, on pourrait peut-être y survivre sans être spaghettifié. Pour l'atteindre, il faudrait plonger presque à la vitesse de la lumière afin d'éviter que l'autre singularité ne nous rattrape. C'est précisément ce que propose Romilly à Cooper dans le film. Il explique que Gargantua est un vieux trou noir renfermant une singularité douce et qu'on pourrait y survivre en plongeant à grande vitesse. C'est cette possibilité, bien que très spéculative, qu'a choisi Nolan pour son film. D'une façon qui n'est pas expliquée, Cooper aurait trouvé un moyen d'accélérer suffisamment pour aller toucher cette singularité en premier et survivre. Évidemment, à l'heure actuelle, personne ne peut savoir ce qui se trouve au centre d'un trou noir. Ce qu'il faudrait a priori pour le savoir, c'est une théorie de la gravitation quantique. Malgré tout, dans le film, ce que Nolan imagine, c'est qu'au moment d'heurter la singularité, Cooper est transporté par un objet quadridimensionnel qu'on appelle le Tesseract. Un objet qui aurait été placé là par les mêmes êtres que ceux qui ont ouvert le trou de verre. Ce Tesseract, faut alors le voir comme un cube à 4 dimensions. C'est-à-dire que là où un cube tridimensionnel il a pour face des carrés bidimensionnels, le Tesseract, ses faces, ce ne sont pas des carrés, mais bien des cubes tridimensionnels. Et cette structure, elle permet de comprendre pourquoi Cooper est en mesure de rester dans une des faces du Tesseract, donc dans un cube tridimensionnel qui est homogène à lui, pendant que le Tesseract le transporte jusqu'à la Terre, et plus précisément jusqu'à la chambre de Murphy.
D'ailleurs, petite parenthèse, si ce voyage il est ressenti comme assez rapide malgré la distance énorme parcourue, c'est parce que pour l'effectuer, le Tesseract il s'est en fait soulevé au-dessus de notre brane, et ce afin de faire le trajet à l'endroit où les distances sont fortement raccourcies, du fait, je vous le rappelle, des courbures anti-de Sitter qu'on avait évoquées précédemment. Enfin, en quelque sorte, on peut dire que pour Cooper, le Tesseract est un ascenseur pour monter dans la 4e dimension d'espace. Bref, compte tenu de la structure du Tesseract, une fois arrivé, Cooper peut voir la chambre de Murphy dans le passé. Et si c'est possible, c'est parce que la lumière peut se déplacer dans les phases du Tesseract jusqu'à ses yeux. Mais en revanche, dans le modèle imaginé ici, la lumière ne peut pas remonter le temps de Cooper à Murphy. Ce dernier n'a donc a priori pas de moyen de communiquer avec elle. Enfin, ça, c'est jusqu'à ce que Cooper découvre que la gravité, elle, peut franchir cette barrière et revenir dans le passé. Une idée qui est d'ailleurs probablement inspirée du fait que dans les théories d'univers à davantage de dimensions, donc dans le cadre de la cosmologie branaire, toutes les interactions fondamentales sont généralement confinées dans les branes, sauf la gravité, qui elle justement se propagerait à travers toutes les dimensions. Enfin voilà, avec tout ça, Cooper peut donc envoyer les données quantiques à Murphy en utilisant la gravité. On comprend alors qu'il était à l'origine des anomalies gravitationnelles depuis le début. Et surtout, il offre ainsi à sa fille tous les éléments nécessaires pour résoudre l'équation. En rappelant encore une fois que tout ce qu'on vient de décrire, c'est rien de plus que les règles physiques fixées par Nolan pour cette séquence très spéculative du film. Grâce aux données récupérées, Murphy comprend qu'il est possible de maîtriser la gravité. On peut ponctuellement diminuer l'intensité de la gravité à la surface de la Terre et ainsi soulever une immense station spatiale afin de sauver l'humanité. La station Cooper, une grande centrifugeuse, se dirige alors vers Saturne pour traverser à son tour le trou de verre. Comme dernier calcul, tentons de déterminer les dimensions de cette station. On pourrait imaginer plusieurs méthodes, sûrement plus précises, mais je vous propose une approche inattendue. Dans ce plan du film, on voit un joueur de baseball frapper une balle qui traverse toute la station et finit par briser une vitre à l'opposé, au-dessus du terrain. Vue de l'extérieur, la balle ne subit aucune force et se déplace donc en ligne droite à vitesse constante. Mais depuis l'intérieur, la trajectoire de la balle semble courbée, car on tourne avec la roue. A priori, nous ne connaissons pas les paramètres de cette trajectoire. Il existe 4 variables: la vitesse de la balle, l'angle de la trajectoire, le rayon de la roue et sa vitesse de rotation. Mais on peut restreindre ces paramètres. On voit dans le film que la gravité dans la station est similaire à la gravité terrestre. Ceci permet de restreindre la vitesse de rotation de la roue. Elle doit tourner à une vitesse précise pour engendrer cette gravité. On sait par ailleurs que la balle finit par briser la vitre au-dessus du terrain. On peut donc aussi restreindre l'angle de la trajectoire pour qu'elle atteigne le point opposé à son point de départ. En regardant la scène, on peut chronométrer la trajectoire de la balle et mesurer 4,6 secondes entre son départ et l'impact. Et on peut estimer la vitesse de la balle en analysant son départ image par image et en comparant à la taille du frappeur. On trouve environ 30 mètres par seconde, ce qui correspond bien à la frappe d'un jeune joueur. Avec toutes ces restrictions, on parvient à déterminer le rayon de la roue, environ 50 mètres, soit 100 mètres de diamètre et grossièrement 300 mètres de circonférence. Une station relativement petite qui tournerait à la vitesse de 4 tours par minute. Autant dire que les trajectoires des balles de baseball seraient chaotiques. Avec d'autres méthodes, en comparant avec la taille d'un bâtiment par exemple, on trouve des valeurs très variables, parfois 300 mètres, parfois 1 km. Je vous laisse le soin de mettre au point vos propres techniques pour estimer ces dimensions. Né de l'imagination d'un physicien spécialiste de la relativité, Interstellar est un film unique au visuel à couper le souffle. À travers ces quelques calculs, on peut apprécier le souci du détail apporté à la construction du scénario et approfondir des problématiques peu évidentes au premier visionnage. Rendez-vous maintenant sur la deuxième vidéo que nous avons réalisée avec Gotabor sur sa chaîne YouTube et dans laquelle nous nous concentrons davantage sur la place de la science dans le scénario, à base d'anomalies gravitationnelles et de modèles d'univers à 5 dimensions, pour tenter de comprendre la fin du film, et en particulier la quête qui anime les personnages à la recherche d'une équation pour maîtriser la gravité.